Bonjour Monsieur Fitzgibbon, merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous venez d'arriver, vous avez raté 2 belles journées de conférences, mais on a bien hâte de vous entendre aujourd'hui. Dans ces conférences aujourd'hui, on a eu la chance d'avoir des acteurs économiques et on a évidemment eu des gens qui mènent la transition verte. C'est la thématique du forum cette année. Une chose semblait revenir comme un consensus, c'est que malgré la promesse des nouvelles technologies, puis malgré le fait que tout le monde se mobilise, il va falloir faire des efforts collectifs. Certains ont même osé le mot « sacrifice ». Alors, j'ai envie de savoir, pour commencer, on va mettre la table tout de suite, comme ministre de l'économie, est-ce que vraiment économie est compatible avec écologie? Et est-ce que vous pensez que cette poursuite qu'on a de la croissance économique, elle est compatible avec une réduction drastique de notre empreinte carbone? Bonjour tout le monde, je pense que oui. D'ailleurs, je travaille très étroitement avec mon collègue Benoît Charette. Nous avons émis le PEV, le plan d'économie verte 2030, et on a aussi mis en place ce qu'on appelle le PMO, le plan de mise en œuvre, qui pour les prochains 4 ans, a plus de 6 milliards de dollars qui vont être investis pour décarboner le Québec. On parle principalement, évidemment, de toute la question des transports, l'électrification des transports, qui représente près de 3 milliards d'investissements qu'on va faire. On parle aussi du coup de la filière industrielle, parce que si on regarde ça simple, là, il y a 44% des émissions de GES qui proviennent des transports. Puis après 18% qui provient des filières industrielles du Québec, nos gros dossiers. Alors juste à ces 2 morceaux-là, on parle de 62%. Évidemment, on a aussi toute la question des bâtiments, niveau commercial. Donc on a développé un programme qui a été développé par le ministère de l'Environnement, dans lequel l'économie a été partie intégrante, puis on commence à voir déjà beaucoup d'avancées. On a, par exemple, éliminé le pétrole, l'exploitation pétrolière. On va bannir la vente de nouveaux véhicules en 2035 à essence. Toute la filière batterie qu'on est en train de construire. D'ailleurs, j'ai pu être ici hier, puis j'étais à Shawinigan pour annoncer un projet qui a rapport aux batteries aussi. Alors, je pense qu'on est clairement dans un environnement où les sommes d'argent sont attribuées par le gouvernement et le ministère de l'Économie que je représente travaille, non pas en porte-à-faux, mais travaille étroitement avec le ministère de l'Environnement parce que c'est ensemble qu'on va pouvoir respecter nos objectifs. L'accord de Paris, on veut le respecter, 37,5 le carbonate de 2050. Ça demande beaucoup de sacrifices, ça demande beaucoup d'investissements aussi. Puis, je conclurai pour cette question-là, je regarde ce qu'on fait chez Investissement Québec. On a mis en place le projet de compétitivert. Parce que c'est une chose de parler des 62% des 2 gros chantiers, c'est d'autre chose de trouver les nouvelles technologies, parce que aujourd'hui, je pense qu'il y a 50-60% des technologies qui existent pour décarboner, il y en a qui n'existent pas encore. Alors, il faut que nos entrepreneurs au Québec soient un incitatif pour performer. Alors, moi, je suis très confiant que quand on parle du CCUS, le fameux comment on va utiliser le carbone, le capturer, c'est une chose, on est capable de le faire. Ici, on n'a pas de story, on n'a pas de place dans le sous-sol, mais l'utilisation est importante. Alors moi, je pense qu'on doit investir beaucoup au niveau entrepreneurial pour que les nouvelles technologies puissent permettre d'utiliser le carbone. C'est beau de pas en avoir, mais si on en a encore et on le réutilise, ben on va atteindre nos objectifs. Fait que on est très commis à ça. Vous l'avez dit, l'industrie du transport est la plus polluante. Puis vous avez quand même mentionné les investissements en batterie. En fait, le panel juste avant nous en faisait état. Il y avait d'ailleurs Monsieur Bédard de Lyon Électrique que vous devez bien connaître, j'imagine. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu votre vision sur la filière de la batterie électrique et même de l'électrification des transports et le rôle qu'elle pourra jouer dans la décarbonation de l'économie? Ben, je pense qu'on doit commencer avec l'énergie renouvelable, puis on le voit présentement avec tout ce qui se passe en Allemagne, malheureusement, avec le conflit en Ukraine. Le Québec devient attractif pour plusieurs juridictions hors Québec. Alors, on regarde au Québec, évidemment, on a l'hydroélectricité, je n'ai pas besoin d'expliquer l'avantage comparatif qu'on a avec ça. On a l'éolien, ils vendent beaucoup au Québec. On n'est pas encore tellement efficient au niveau du solaire, mais je pense que ça va venir un jour quand les équipements vont coûter moins cher. Donc, on a évidemment, d'un côté, l'offre, la source d'énergie renouvelable, puis de l'autre côté, comment on l'utilise. Alors, c'est clair pour moi que la première utilisation, c'est qu'on doit électrifier
tout ce qu'on peut ici au Québec. Bon, quand on parle des transports, le 44% des émissions de GES, on ne pourra pas tout électrifier le transport. On pense aux bateaux, on pense aux avions, on pense au transport ferroviaire de longue distance. Il va y avoir probablement de l'hydrogène qui va rentrer ou du biogaz. Donc, d'un côté, on a les sources énergétiques. De l'autre côté, comment on l'utilise? Donc, pour moi, la première utilisation, c'est l'électrification. Deuxième, ça va être l'hydrogène et le biogaz. Donc, quand on regarde la batterie, une filière batterie, évidemment, moi, je trouve ça intéressant parce que c'est un moyen pour le Québec de se réintégrer dans la chaîne automobile, parce qu'il faut être un archéologue au Québec pour savoir qu'on avait, en l'an 2000, on faisait les Camaro à Boisbriand. Alors, depuis 22 ans, on n'est plus dans la chaîne. Alors, on réintègre la chaîne de la bonne façon à partir de nos minéraux. Alors, moi, c'est un projet qui m'excite beaucoup parce que, comme développement économique, de prendre nos minéraux et de les convertir jusqu'à la batterie, ça va être une première au Québec de pouvoir créer de la valeur ajoutée à nos ressources naturelles. Donc, on l'a pris du bon côté. On a une équipe qu'on a formée, évidemment, chez Investissement Québec, la filière batterie. Nos minéraux, on les a tous, pour le cobalt, mais ça, on peut l'importer, du DRC. Après ça, on était capable de commencer à produire, ou on va produire de l'hydroxyde de lithium dans le cas du lithium, du graphite enrobé pour les anodes. On a même des gens qui vont faire le cuivre, les feuilles de cuivre. Donc, on a tous les ingrédients. Et ce qui a fait qu'on est capable de convaincre BASF de venir faire des cathodes et GM POSCO pour des cathodes aussi. Donc, on est dans la chaîne, on s'installe de façon assez percutante et je pense qu'on va éventuellement être capable d'aller jusqu'au bout. Tantôt, Marc Bédard, chez Lyon, a annoncé qu'ils vont eux autres faire l'assemblage de batteries. Alors, tout ce qui manque, c'est la cellule dans le milieu, là, puis éventuellement, on va y arriver. Alors, je pense que c'est une filière qui va non seulement nous permettre de produire ultimement des batteries vertes, ce qui est intéressant, mais en plus de les utiliser aussi, puis ça va permettre de partir du 44%. On pense que peut-être le 2/3 de nos transports peuvent être électrifiés, puis le reste, on passera à d'autres choses au niveau probablement de l'hydrogène. Vous avez investi 80 millions de dollars, c'est l'annonce que vous avez faite dans Nemaska Lithium un petit peu plus tôt ce mois-ci. Donc, la matière première, on l'a au Québec. Un des enjeux dont on parle moins, mais qui va être très important, c'est le recyclage de ces batteries-là. Quelle est votre vision par rapport à ça? Bonne question. Je pense que au niveau environnemental, c'est clair qu'il y a beaucoup d'enjeux au niveau des mines. On peut aujourd'hui argumenter que de miner du lithium ou du graphite, c'est peut-être pas environnementalement acceptable, mais évidemment, on n'a pas le choix parce que la demande d'électrification des transports est telle qu'il n'y a pas assez de ressources de recyclage. De l'autre côté, quand on parle aux grands équipementiers, on parle de constructeurs automobiles, d'avoir une possibilité d'avoir au Québec une mine urbaine, puis une vraie mine, entre guillemets, est très attirante. Quand je parle à GM, je parle à tous les fabricants de voitures qui ne viendront pas nécessairement faire des voitures au Québec, mais qui veulent s'approvisionner de batteries qui sont responsables et qui sont vertes. Il n'y a aucun doute dans ma tête que l'habilité de pouvoir recycler au Québec nos batteries ou des batteries va permettre d'avoir une deuxième source d'ingrédients, je pourrais dire, pour les cathodiers et anodiers. Alors, moi, je pense que c'est un élément important. On a une compagnie ici au Québec qui s'appelle Recyclithium, avec qui on travaille beaucoup. Ils ont été capables de convaincre des Coréens, des Sud-Coréens d'être partenaires. Donc, on a une technologie au niveau hydrométallurgique qui est assez impressionnante. On garde d'autres choses aussi, mais dans ma tête, la filière transport électrique, elle commence par de la mine à la batterie. Deuxièmement, clairement, on veut recycler les batteries. Je pense que c'est important. C'est sain comme approche. Puis troisièmement, on va faire des véhicules commerciaux. Monsieur Bédard est ici, Lyon Électrique, je peux vous expliquer qu'est-ce qu'ils font. Je regarde les gens de Nova ici, de Volvo. Donc, on a annoncé un projet important avec Volvo pour l'électrification de leur transport, leur autobus, ambulance de Mers, Taïga, on a d'autres. Alors moi, je pense qu'on est capable d'être intégré là-dedans, puis de non seulement créer de la richesse, mais en même temps adresser les enjeux de nos engagements de l'accord de Paris. On a parlé de l'importance des technologies. Bon, vous êtes ministre de l'économie, mais aussi de l'innovation. Les deux vont aller main dans la main. Vous avez annoncé cette année, qui était quand même quelque chose de gros, les zones d'innovation. D'autres annonces s'en viennent. Est-ce qu'on peut espérer une zone d'innovation en technologie verte? Oui, je pense que ce serait naturel de penser ça. Premièrement, si on vient un peu en arrière, c'est quoi une zone d'innovation? Pour moi, une zone d'innovation, c'est un écosystème qui va regrouper des grands donneurs d'ordre
l'institution du savoir, la recherche, les universités, les collèges techniques, que le monde travaille ensemble, d'avoir des startups. On peut émerger des startups. Donc, je parlais du CCUS. C'est important d'avoir des jeunes pousses qui vont s'adresser comment on va utiliser le carbone qu'on va collecter. Puis ça c'est pas seulement les grosses compagnies qui vont faire ça. Puis d'avoir du capital là-dedans. Du capital pour permettre l'entrepreneuriat, de permettre de faire le trait d'union entre la recherche fondamentale puis la commercialisation. Donc, je pense que étant donné tout l'investissement qu'on fait financier dans le support aux joueurs qui vont dans les batteries, on peut penser naturellement, d'ailleurs, c'est un peu un secret de polichinelle, lié à Shawinigan pour l'annonce de Lightning Energy qui va faire des cellules et des batteries stationnaires pour le stockage qui vend la défense américaine, qui leur ont permis de considérer le Québec comme place pour bâtir leur usine, c'est pas peu dire. Alors je regarde ça, je me dis, on a Shawinigan, on a Trois-Rivières, puis on a Bécancour. Pour bien du monde, c'est un peu relié, là. Les Trois-Mers ne sont pas d'accord avec moi nécessairement, mais alors je regarde ça puis je me dis, on a l'Université du Québec à Trois-Rivières, où on a développé avec M. Blanchet la chaire d'hydrogène. Parce que l'hydrogène, on en parle beaucoup, là, mais on est loin de la coupe aux lèvres, là, parce que le coût est trop cher. Alors, on regarde la recherche pour réduire le coût de l'électrolyseur, ce qui a fait en sorte qu'Alstom a regardé ça et on a dit « Oups, on peut travailler avec vous autres. » Alors, on est en train de créer cette zone-là par en bas. Là. On est en train de mettre les briques sur la maison, puis on est pas mal rendu loin. Là. Moi, je suis très confiant qu'on va pouvoir réussir à regrouper ces forces vives-là dans la vallée de la transition énergétique, que j'appelle, d'en créer une zone. On a aussi beaucoup de forces vives ici à Montréal sur les nouvelles technologies, l'énergie propre. Donc, on pourrait même concevoir qu'on pourrait avoir, via le Santec ou d'autres organismes ici, les jeunes pousses là, qui vont sortir, qui vont pouvoir travailler avec nous pour... encore une fois, pour respecter la carboneutralité 2050, qui n'est pas chose facile à faire. Là. On a encore beaucoup de temps, mais aujourd'hui, la technologie n'existe pas pour arriver à zéro carbone. On peut dire ce qu'on veut. Là. Alors, il faut nous, comme gouvernement, notre rôle, je pense, c'est d'encourager que la recherche devienne plus appliquée. Oui, 2050 arrive vite pareil. Et puis, il faut investir maintenant pour espérer atteindre nos objectifs. Vous avez évoqué à plusieurs reprises les startups, les jeunes pousses, puis évidemment, c'est un terreau riche en innovation. Peut-être que justement, un des secrets viendra d'elle. Comment le gouvernement accompagne justement ce terreau d'innovation pour s'assurer qu'elles amènent les réponses dont a besoin le Québec aujourd'hui? Mais moi, je pense que je regarde les prochains 10, 15 ans, 20 ans au Québec, puis je pense qu'il y a deux catalystes de création de valeur, question de richesse, parce qu'on veut créer de la richesse au Québec. Le premier, on a parlé, c'est toute la question de l'innovation. La deuxième, c'est comment on utilise nos ressources d'énergie renouvelable. Je pense que c'est fondamental pour la question de richesse. L'innovation, ce qu'on note au Québec quand on analyse un peu les données, c'est que on était très bon depuis une quinzaine d'années, je dirais 15-20 ans, dans la recherche fondamentale. Quand on regarde l'OCDE, les 27 composants de l'OCDE, on est 3e, 4e en termes d'investissement en recherche fondamentale par rapport à notre PIB. Par contre, quand on va au bout de l'équation, puis on regarde les startups, puis on regarde les créations d'entreprises qui émanent de la recherche fondamentale, on pense qu'on est 23e sur 27. Donc, on a eu une difficulté au Québec depuis plusieurs générations de convertir l'idée au marché. Et dans cette optique-là, on a annoncé, j'ai annoncé depuis un mois et demi, la stratégie de la SQRI carré, la stratégie québécoise de la recherche et l'investissement en innovation, j'ai rajouté un I. Puis, on a créé, avec M. Luc Serrois, qui est maintenant l'innovateur en chef du Québec, on a créé le Conseil d'innovation du Québec. Donc, on a d'un côté les fonds de recherche, M. Quirion, qui est notre scientifique en chef, qui a fait très bien depuis une quinzaine d'années pour nous donner une notoriété. De l'autre côté, on a Investissement Québec, qu'on a un peu réformé pour qu'il puisse prendre plus de risques. Entre les deux, il y avait un trait d'union qui manquait. Alors, ce qu'on appelle le CIQ, Conseil d'innovation du Québec, avec Luc, puis Mme Damour, la rectrice de Laval, qui est là avec un conseil assez bien représenté. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut aider cette transition-là. Donc, on a créé, par exemple, Axelis, qui est le regroupement des centres de valorisation des universités. On a créé Eureka, qui est un fonds de préamorçage, parce que un des problèmes qu'on a eu au Québec, un des problèmes pourquoi on a eu cette difficulté-là, c'est le manque de capitaux. Quand je suis arrivé en poste, je me rappelle en 2018, on parlait tout de la vallée de la mort. La vallée de la mort, c'était quoi? C'est quand on
partait avec une idée, puis commençait à aller chercher le bâton de pèlerin du financement. Et quand on a fini les Friends and Family, là, ben là, avant d'arriver à Investissement Québec, à la Caisse de dépôt, il y avait un chemin de demande qui était assez long. Alors, je pense qu'on a tranquillement commencé à meubler cette chaîne-là. On a créé des fonds où le gouvernement a investi avec du privé. On a M. Sirois qui est responsable, il est probablement ici aujourd'hui. M. Sirois, sa responsabilité première, c'est de faire du référencement, de pouvoir expliquer aux PME, aux startups où aller pour aller trouver de l'argent ou du capital humain aussi. Alors moi, je pense que la création de ce groupe d'innovation-là qui va s'insérer entre Investissement Québec puis entre le fonds de recherche, ça va nous permettre, j'espère, d'augmenter le nombre de startups au Québec qui soient reflétés ou qui soit corrélé, je veux dire, avec l'investissement qu'on fait en recherche fondamentale. L'enjeu de la Vallée de la Mort est un enjeu tellement prégnant que c'était d'ailleurs la manchette du dernier numéro Les Affaires. Donc, puis avec Pierre Graff du regroupement des jeunes chambres de commerce, on lance un défi justement pour nous aussi faire notre part et soutenir ces startups. Donc, on est bien d'accord sur cet enjeu-là. Luc Sirois, vous en parliez, il a fait une sortie au printemps où il s'inquiétait plus particulièrement du retard qu'ont les entreprises qui investissent pas. Puis j'ai quand même sorti quelques chiffres, notamment en investissement en produits de propriété intellectuelle dans les entreprises québécoises. Il y a une baisse de 2,8% par rapport à leur niveau de 2019, alors qu'en Ontario, ils ont augmenté de 10,7%. Comment est-ce que vous expliquez cet écart avec la province avec laquelle on se compare quand même malgré tout toujours, et comment on peut les encourager à rattraper ce retard? Une partie, je pense, ça reflète ce que je viens de mentionner. Je pense le trait d'union entre la recherche fondamentale puis l'idée de la commercialisation. De l'autre côté, il faut faire attention. Je pense que les brevets, c'est pas la seule clé de voûte, parce que souvent, les entreprises n'iront pas breveter des processus parce qu'ils veulent garder ça un peu plus secret. Le know-how, je pourrais dire, est plus important, mais quand même, néanmoins, c'est un fait qui est supporté par d'autres matrices. Alors moi, je pense que c'est ça. Je pense qu'il faut avoir d'une part du capital disponible pour le pré-amorçage, amorçage, démarrage. Là, je pense qu'on commence à le combler. Puis il faut avoir aussi des ressources humaines, il faut avoir de l'accompagnement. Et on le voit présentement parce que quand on mesure les investissements en équipement dans les entreprises par rapport à l'Ontario, on est très faible. Alors, faut encourager les entrepreneurs à innover. Alors, c'est pour ça qu'on a créé, entre autres, je rappelle l'OTN, l'Offensive Transformation Numérique. On a 200 millions de dollars d'investissement, pas pour de l'équipement, mais d'investissement d'accompagnement humain. Parce que souvent, l'entrepreneur a des enjeux, parce qu'au Québec, 80% des entreprises du Québec ont moins que 50 employés. Alors, beaucoup de ces PME-là n'ont juste pas le bandwidth, ils n'ont pas les ressources pour pouvoir faire l'analyse de ce qui doit être numérisé. C'est beaucoup, ça, je viens de dire là. Alors, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'encourager les gens à investir pour se faire accompagner, et nous, on va contribuer financièrement, une subvention directe pour aller jusqu'au bout. Donc, je pense qu'il faut... Puis après ça, Investissement Québec a un programme très costaud qui s'appelle Productivité et Innovation, où quand on est rendu au bout du chemin, puis l'entrepreneur réalise qu'est-ce qu'il peut faire, rapidement, ils comprennent, puis ils veulent aller vite, là, on est capable, Investissement Québec, de pouvoir investir. Donc, clairement, il y a eu un sous-investissement au Québec depuis des générations sur l'équipement. On parle de robotisation, puis c'est sûr que la pénurie de main-d'œuvre, c'est pas une bonne chose, là, mais si ça a un côté positif, c'est de dire que ça force les entreprises. On le voit, là, j'arrive de Terrebonne dans une place qui font de la confiture, puis il manque de personnes, puis là, ils regardent comment est-ce qu'ils vont faire l'automatisation. Alors, je pense qu'on est peut-être victime d'avoir un succès de ce côté-là, puis on va nous accompagner pour être sûr qu'on puisse le faire. Donc, investissement, innovation, tout ça est relié, puis ça prend du capital, puis ça, on en a, puis ça prend aussi de l'accompagnement humain. Je ne sais pas si les dirigeants d'entreprises aujourd'hui entendent réellement que c'est une bonne nouvelle, la pénurie de main-d'œuvre, parce que je trouve ça assez dur en ce moment. Mais une autre façon de faire ce pont-là entre la recherche et l'application concrète, c'est l'intelligence artificielle. On en parle beaucoup. Vous avez investi beaucoup. Le Québec se veut un leader dans le domaine, mais la réalité, c'est que les entreprises ne s'en servent pas du tout. Quelle est votre vision pour refaire ce pont-là, pour l'emmener, puis amener les entreprises à réellement se servir du potentiel de recherche qui existe au Québec, mais qui juste se concrétise pas dans la réalité des entreprises? C'est un très bon exemple. Je pense, j'ai vu Mme Desmarais tantôt, qui est très impliquée dans cette filière-là. Je pense qu'on a été capable, à cause du programme des fameux super clusters du gouvernement fédéral, de donner au Québec une image, une notoriété, je dirais, mondiale, en fait, dans notre recherche fondamentale. C'est un bon exemple où, au niveau de la recherche fondamentale au Québec en IA,
on a des hauts pointages. L'habileté qu'on a de transférer ça dans l'entreprise, c'est une autre histoire. Et c'est encore plus complexe au Québec, considérant qu'on a beaucoup de PME et de PPME. Donc, dans ce contexte-là, le chemin pour transférer la connaissance fondamentale en application, mais c'est pour ça qu'on a créé d'ailleurs le programme d'offensive de solutions numériques. Beaucoup d'entreprises n'ont même pas de système ERP. Alors, oublions d'algorithmer des données. Là. Il faut juste avoir un système pour les capturer, les données, puis il va avoir un système pour savoir lesquelles données sont pertinentes pour avoir un avantage comparatif. C'est toujours d'avoir des données, mais c'est pas tout qui va être algorithmé dans le programme IA. Donc, on part de loin. Mais en même temps, je pense qu'on est capable, vu qu'on a cette connaissance-là au niveau de la recherche fondamentale avec nos instituts, je pense à Ivado, je pense à Mila, entre autres, il y en a d'autres. Il faut être capable de permettre aux entreprises de se numériser, d'être capable d'être accompagnés de façon humaine de voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Après ça, on va commencer à avoir des entreprises qui vont pouvoir intégrer le fondamental en application. Puis je regarde au niveau de la santé, on réussit assez bien. Là. On a des gens, Imagia, il y en a plusieurs autres. Là. Alors, comme gouvernement, nous, c'est sûr qu'il faut donner beaucoup d'efforts pour que des sociétés se créent. Ça peut être des startups qui vont être capables d'accompagner la PME puis de faire le transfert de ce qui peut être bénéfique avec l'utilisation d'IA. Transition énergétique, ça dit énergie. J'avais la chance de parler avec M. Fillon tantôt d'Hydro-Québec. Évidemment, lui aussi était quand même plutôt du côté de il va falloir faire des efforts collectifs pour réduire notre demande, mais il va falloir évidemment augmenter la capacité de production quand même pour arriver à la combler, cette demande-là. Quelle est votre vision de qu'est-ce qu'on pourrait faire avec cette capacité augmentée, puis même le rôle d'Hydro-Québec dans la gestion de cette énergie-là? On a beaucoup de discussions présentement avec Hydro-Québec parce que, bon, évidemment, c'est pas surprenant. Là, si je regarde toutes les demandes que nous avons en hydroélectricité, pour le Québec, on ne parle pas d'exporter, pour le Québec, ça excède notre capacité à produire. Bon, il y a des projets là-dedans qui ne verront pas le jour. Si on regarde historiquement, beaucoup de sociétés demandaient des mégawatts qu'ils n'utilisaient pas, donc il faut être parcimonieux sur quel est le vrai niveau de demande. On a le facteur de l'hydrogène, évidemment, parce que l'hydrogène, j'ai dit tantôt, les transports électriques, les transports, on ne peut pas tout électrifier, donc probablement que l'hydrogène va jouer un rôle important. Donc, le facteur d'énergie qui est requis pour faire l'hydrogène, c'est comme 10 pour 1. Là. Alors, la demande, elle est très, très, très forte. Donc, conséquemment, au niveau de l'offre, qui est la gestion d'Hydro-Québec, qui font très bien d'ailleurs, on va commencer à regarder qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'optimisation à faire au niveau des barrages électriques, qui datent quand même de plus de 50 ans maintenant. On regarde l'éolien, on va définitivement, puis Sophie regarde ça avec son équipe, monter le niveau d'éolien par rapport au niveau d'hydroélectricité. Le solaire, pour l'instant, on n'ira pas là. Le nucléaire, on ne sera pas là. Donc, je pense qu'il y a beaucoup à faire au niveau de l'offre. Au niveau de la demande, maintenant, on sait au Québec, en gros, là, le tiers résidentiel, le tiers au niveau commercial, puis le tiers au niveau industriel. Moi, je pense qu'il faut trouver une façon de donner beaucoup d'énergie au côté industriel, qui représente 18-20% de nos émissions de GES, beaucoup au transport aussi. Alors, c'est sûr qu'il va falloir qu'il y ait de l'optimisation. Je pense qu'il va falloir commencer à être parcimonieux. Il va falloir commencer à regarder aussi la contribution de l'énergie qu'on va attribuer à différents groupes pour le bénéfice de la richesse québécoise. Puis c'est pas juste l'état financier qu'on regarde, il faut regarder l'impact sur la décarbonation, comment on va décarboner le Québec par rapport à ça. C'est un gros enjeu. Puis on travaille très, très, très étroitement avec Mme Brochu pour voir comment on va développer la matrice pour évaluer le bénéfice d'allocation d'électricité, comment est-ce qu'on va pouvoir augmenter l'offre. Puis là, je vais faire un aparté. Moi, je pense qu'il faut regarder la gestion de nos résidus. De nos rebuts. Je pense qu'on parle du biogaz. On parle d'hydrogène. Il y a le biogaz aussi. Je pense à la biomasse, par exemple, forestière, la matière ligneuse. Elle n'est pas utilisée. Alors moi, je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin que juste dire on fait de l'électricité. Il faut regarder aussi comment est-ce qu'on va prendre d'autres sources d'énergie renouvelable. Puis je pense qu'on est capable aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, de mettre l'effort là-dedans. Puis moi, je veux mettre beaucoup d'efforts sur comment on va avoir la source d'énergie renouvelable, mais seulement deux importantes présentement, l'électricité puis l'éolien. L'éolien, on peut monter beaucoup. Comment est-ce qu'on peut ajuster le comportement des consommateurs? On consomme beaucoup au Québec, parce qu'au Québec, comme au niveau
résidentiel, on dit c'est à nous autres, au Québec, on va consommer l'électricité comme garder l'eau. C'est pas cher, on en profite. C'est pas cher, c'est à nous autres, donc on fait ce qu'on veut avec. Alors je pense qu'il y a une question de comportement. Puis c'est beau de dire qu'il faut décarboner les industries, mais peut-être que nous, comme individus, on doit peut-être changer nos comportements un petit peu. Puis Sophie travaille beaucoup sur ça aujourd'hui. Alors il y a beaucoup à faire pour réduire peut-être la consommation résidentielle. Il y a beaucoup à faire au niveau des bâtiments pour réduire aussi. Alors on regarde la distribution hydroélectrique qu'on voit, je pense à des compagnies comme Brainbox, par exemple. Il y a beaucoup de technologies qui existent. Il faut juste maintenant que les bottines suivent des babines, parce que c'est beau de dire qu'on va être vert, mais il faut être vert au complet. Alors, pour moi, c'est un enjeu très important, puis je pense qu'Hydro-Québec a un rôle super important dans les prochains 10-15 ans pour non seulement enrichir le Québec, mais aussi nous aider à respecter nos accords de lutte au changement climatique. Vous disiez parler avec Sophie Brochu régulièrement. J'imagine que vous avez l'oreille d'autres grands dirigeants de grandes entreprises qui ont un grand impact quand même. Puis les entreprises auront un rôle majeur à jouer dans cette transition. Est-ce qu'on peut savoir avec qui vous êtes en discussion et comment vous vous servez de votre rôle d'influence pour peut-être entraîner ces entreprises dans la bonne voie et avoir des comportements plus verts? Ben, écoutez, premièrement, j'allais à Davos. Davos a eu lieu il y a un mois à peu près. Et c'est comme du speed dating, on voit tout le monde. Puis le seul sujet qu'on me parlait, c'est comment on peut utiliser votre hydroélectricité ou votre énergie verte. L'hydrogène, qui est un sujet assez important, il est clair, c'est rendu un enjeu mondial. Ce qui fait que le Québec devient très attractif, très compétitif. Maintenant, ce que je regarde de façon plus ciblée sur nous ici au Québec, et moi ça m'excite beaucoup, je regarde l'aluminium, je regarde le fer. On est probablement capable. L'aluminium, parlez de l'aluminium 30 secondes, avec Hélicis, qui n'a aucun rapport avec l'électricité, mais avec Hélicis, la technologie a été développée par Alcoa et par Rio Tinto pour faire de la lode inerte, donc pas d'émission de CO2. On est probablement la première communauté qui peut faire de l'aluminium vert, vraiment vert, pas vert pâle, vert foncé. Et ça, pour moi, la location de l'électricité pour ça a une valeur incroyable. Parce qu'un jour, l'aluminium, on pense aux voitures, on pense à tout ça. Si l'aluminium n'est pas vert, les gens n'en voudront pas. On n'est pas là encore. Parce que les bobines, c'est pas les batines. On n'est pas capable de dire, on veut pas de produits noirs. On ajoute pareil, même si on n'en veut pas. Mais à un moment donné, d'ici 5-10 ans, là, ça va prendre de l'aluminium vert, ça va prendre du fer vert, de l'acier vert. Hier, je suis avec ArcelorMittal. ArcelorMittal, à Fermont, vers Mont-Wright, ils regardent, ces compagnies-là regardent ce qui se passe dans le monde, puis ils regardent où ils vont investir massivement. Ils vont investir dans des places, dans des endroits géographiques où il va y avoir de l'énergie renouvelable. Mais moi, je pense que le Québec, on est super bien positionné. Il faut faire attention. Il faut garder l'énergie pour d'autres sources aussi, mais de pouvoir penser qu'on pourrait être le pays producteur d'aluminium vert au monde, de pouvoir penser qu'on pourrait faire des billettes d'acier verte qui sont nulle part ailleurs ou ça va être difficile. Moi, je pense qu'on a un avantage incroyable. De là, l'importance de bien gérer l'offre et la demande d'hydroélectricité. Alors, on a dépassé, mais peut-être les organisateurs me permettront une toute petite dernière question parce qu'on a quand même, c'est pas tous les jours qu'on a la chance de vous avoir. En fait, on a non seulement la chance de vous avoir, mais aussi des décideurs économiques importants dans la salle. J'aimerais vous offrir la chance, vu qu'on a une très belle tribune aujourd'hui, c'est de passer un message, je vous fais carte blanche, un message aux décideurs qui sont dans la salle pour mener cette transition verte et votre vision du Québec dans cette transition. Je l'ai dit, mais je pense que si on me demande aujourd'hui, c'est quoi les fondations que nous avons sur lesquelles on peut bâtir pour créer de la richesse? Moi, je suis venu faire la politique tard dans ma carrière. Je suis venu le faire pour une seule raison, c'est que j'adhérais l'objectif de notre premier ministre qui disait faut que le Québec s'enrichisse. Mais s'enrichir, c'est pas une fin en soi. On veut s'enrichir parce qu'on veut redonner de l'autre bord. Puis moi, le ministère le plus important du gouvernement, c'est l'éducation. Parce qu'un des enjeux qu'on a au Québec, on est sous-éduqué. Ça, c'est un autre débat. Là. Ça, c'est pas pour cette conférence-ci. Donc, pour un autre panel l'année prochaine. Pour pouvoir créer cette richesse-là, je pense qu'aujourd'hui, je regarde nos avantages comparatifs, je regarde nos déficiences. Je reviens à deux choses très, très simples. Comment utiliser notre énergie renouvelable pour créer de la richesse et respecter nos accords de changement climatique. Et d'autre part, comment est-ce qu'on va rendre le Québec plus innovant? Parce que les sociétés qui innovent, je réfère à Singapour, je réfère à Israël, je l'ai passé un bout de temps à Israël après 2-3 mois pour comprendre comment eux ont fait la transition, où je regarde les États-Unis, c'est l'innovation. Non.
innover plus, bien servir de nos ressources naturelles. Moi, je pense qu'avec ça, on peut faire les prochains 20 ans, puis enrichir le Québec pour pouvoir respecter les enjeux de société auxquels on fait face. Merci beaucoup, M. Fitzgibbon. Merci beaucoup.